Je pense qu'il y a eu des hommes que j'ai rencontrés, mais qui ne sont pas forcément devenus des partenaires, qui s'attachaient plus au sexe qu'au log. Or, dans le log, il y a la connaissance, et en fait, les sexologues sont des spécialistes de la théorie, mais voilà, c'est tout. Bonjour, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je suis Charlotte Tourmente, je suis sexologue clinicienne. J'ai travaillé 20 ans comme médecin et journaliste pour le magazine de la santé et allodocteur.fr, et j'ai écrit un livre, Sclérose en plaques et talons aiguilles. Parce que tu souffres de... Est-ce qu'on peut dire souffre de sclérose en plaques? Tu es Oui, diagnostiqué? je préfère parce que tu vis avec une sclérose en plaques ou tu as une sclérose en plaques, parce que oui, je souffre, et je souffre au sens premier comme au sens figuré, mais moi j'estime que j'ai retrouvé un équilibre. Donc j'avoue que je souffre d'une sclérose en plaques, voilà, j'évite. Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche le cerveau, la moelle épinière, et qui va provoquer, en fonction des patients, une foule de symptômes. Il peut y avoir des paralysies, des troubles de l'équilibre, des troubles visuels. J'en ai eu, mais j'ai bien récupéré. Il peut y avoir des douleurs, un épuisement, comme je l'ai dit, et ça, c'est à vie. Mais il y a aussi des troubles cognitifs, des troubles urinaires, des troubles sexuels. On en reparlera, et c'est vrai que c'est un peu vertigineux et sans fin comme liste. C'est quels symptômes sexuels que tu ressens avec la CEP? Alors moi, j'ai cette chance de ne pas avoir de troubles sexuels. En revanche, quand je suis en poussée, autrement dit en crise, qui arrive parfois avec apparition de symptômes, là j'avoue que j'ai pas de libido, mais quand j'étais en couple et en poussée, en général mon partenaire en avait encore moins que moi. Donc voilà. Mais en tout cas, les patients peuvent avoir, alors en fonction de leur genre évidemment, ça va être des troubles de l'érection, des troubles de l'éjaculation, une baisse de libido, il peut y avoir des douleurs à la pénétration. Voilà, c'est ça les symptômes les plus fréquents dans la CEP. Tu as ressenti un avant et un après le diagnostic de la CEP au niveau de ta vie intime d'abord, sexuelle ensuite? Alors, j'ai ressenti un avant-après, évidemment, a posteriori, hein, parce que sur le coup, tu remarques pas. Mais oui, il y a eu les 5 ans où finalement, j'ai pas eu de vie sentimentale, pas eu de vie sexuelle. Et après, une période où il y a eu une accalmie de la maladie, où là, j'ai pu vraiment en profiter, sortir, m'amuser. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et la sexualité, je dirais, m'a permis de faire la paix avec mon corps qui était quand même très malmené par les poussées, les douleurs. Et je me suis dit, bah oui, il n'est pas que source d'inconvénients, de contraintes, il peut aussi m'apporter des choses positives, comme ça va être voyager, ça va être pouvoir voir des gens que j'aime, ça va être ça. Mais oui, ça, effectivement, il y a eu un avant-après, il y a une prise de conscience qui se fait progressivement. Et est-ce que ça t'a ouvert à des choses que tu aurais peut-être pas pu imaginer avant, faire ou vouloir ou désirer par exemple? Je pense que ça m'a poussée à profiter encore plus de la vie et à profiter intensément. Moi, je dis toujours, certes, j'ai des douleurs de l'épuisement, certes, je suis opérationnelle à temps partiel parce que je suis incapable de faire une journée continue, je suis incapable d'enchaîner les activités, mais tout ce que je fais, je le fais intensément, en pleine conscience, en prenant du plaisir. Et je trouve que ça, finalement, c'est un bon conseil de vie et c'est ma maladie qui me l'a appris. Donc tu es épanouie aujourd'hui dans ta vie sexuelle? Ah oui, je suis épanouie. Il faut casser l'idée reçue que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas être épanouies dans leur vie sexuelle. C'est faux, même si, et ça vraiment je tiens au même si, ça peut être plus compliqué. Si on a des troubles sexuels, c'est quelque chose dont on souffre vraiment, dont on n'ose pas forcément parler. Ça veut dire qu'il peut y avoir une errance médicale et une souffrance psychologique qui va durer encore plus longtemps. Et moi, après, je suis une grande optimiste. Je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, même s'il n'y a pas de traitement. Il y a toujours des petits ajustements, parfois rien de révolutionnaire, mais il faut bien comprendre que la sexualité s'adapte. Même sans handicap, elle s'adapte tout au long de la vie. On n'a pas la même sexualité à 20 ans qu'à 40, 60 ou 80. Et elle s'adapte encore plus avec un handicap. Et ce n'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas bon. Et avec les partenaires, ça peut être aussi source peut-être d'angoisse, d'anxiété de pas forcément d'en parler, mais rien que de vivre, ces troubles sexuels.
Toi, par exemple, est-ce que ça a été un frein pour tes partenaires, en particulier, la maladie? Alors, je sais pas s'ils ont ressenti de l'angoisse, de l'anxiété. Je pense que, certains, beaucoup ne savent pas ce que c'est ne savaient pas ce que c'était et posaient des questions, ce que je trouve bien. Il y en a qui étaient très, «Ah non, mais moi, je peux pas m'adapter, à ton handicap et c'est pas possible». Heu, et d'ailleurs, ils ne devenaient pas des partenaires, en fait. Et pour moi, finalement, la maladie, c'est aussi un critère de sélection. Je comprends qu'on puisse pas forcément s'adapter aux contraintes, je le comprends tout à fait. Maintenant, il y a une façon de le dire et mais il y a plein d'autres, enfin plein, les hommes sont capables ou les femmes sont capables de s'adapter à quelqu'un qui est en situation de handicap parce que ça fait développer vraiment d'autres atouts. Moi, ce que je voulais te demander aussi, c'était est-ce que la SEP, ça t'avait, écarté du modèle un peu classique de la sexualité? Je crois pas que la sclérose en plaques m'a éloignée d'une sexualité classique ou même d'une vie de couple classique, pour être très honnête, alors d'une part, qu'est-ce qu'une sexualité classique? C'est tout la question est posée, je vous laisse répondre. En tout cas, c'est vrai que moi j'ai pas d'enfant, je suis pas dans le schéma familial, classique, on va dire. Je tiens à préciser qu'on peut tout à fait être dans ce schéma quand on est en situation de handicap et je connais plein de parents avec un handicap qui sont exceptionnels. Ça peut compliquer la vie de famille, la vie de couple, mais je trouve que ça pousse aussi à développer une capacité d'attention, de tolérance, de communication qui sont très intéressantes en fait. Et pour revenir à ta question, moi, c'est finalement ma formation de sexologue qui m'a vraiment, fait lire beaucoup de choses en lien avec la sexualité, beaucoup de choses sur, comment les gens, la vivaient, la ressentaient et c'est plutôt ça qui m'a fait évoluer et d'un autre côté, on n'a pas la sexualité à 20 ans la même sexualité à 20 ans qu'à 40 ou 60 et heureusement qu'on évolue dans sa sexualité, tout au long de la vie et c'est pour ça que c'est très riche. Comment ça se passe une consultation de sexologie? Alors on prend rendez-vous. Ça se passe, comme une consultation de médecine générale, en fait. On prend rendez-vous, on se voit en vision ou en vrai et la 1re question, c'est souvent, quel est votre, pourquoi est-ce que vous voulez me voir? Et puis de là, on va reprendre, alors évidemment les antécédents médicaux, les médicaments, les drogues, enfin toutes les questions basiques, les violences aussi, et puis ensuite, on va reprendre aussi, l'historique du symptôme, l'histoire sexuelle de la personne et de là, on fait des liens, des connexions et on réfléchit aussi à la prise en charge et aux étapes de la prise en charge. Enfin, je réfléchis. Et c'est pas que sur une seule séance? C'est sur le Alors, long terme, ça peut être sur une ça seule peut séance? être sur une séance si la problématique est très spécialisée. C'est par exemple juste rebooster la confiance en soi ou juste des informations. Parfois, il y a ça aussi. Simplement avoir une question sur est-ce que je fonctionne normalement, entre guillemets, en sachant que voilà, moi, la normalité, c'est quelque chose qui questionne. Mais ça peut. Alors, c'est vrai que c'est souvent plusieurs. C'est assez rare que les gens ne voient qu'une fois. En revanche, moi, je ne fais pas des thérapies qui durent 20 ans. Je ne suis pas psychanalyste. Moi, c'est plutôt la thérapie comportementaliste où voilà, on va trouver des solutions à une problématique. Et tu reçois quel type de personne, qui vient te voir? J'ai des passions, je dirais, assez classiques. Il y a trouble de l'érection chez les hommes, évidemment. Beaucoup de baisse de libido chez les femmes et en couple hétérosexuel et chez des jeunes. Ça, en ce moment, il y a une vague. Et souvent, il y a une prise en charge du couple en parallèle parce qu'il y a aussi des ajustements à faire dans le couple. Résultat, je me forme comme thérapeute de couple dès 2025. Et en fait, il y a de tout. Et j'ai des patients sans handicap, évidemment, c'est la majorité, et des patients avec handicap. Est-ce que toi, tu as été formé spécifiquement pour les prendre en charge? Ou est-ce qu'aujourd'hui la prise en charge, d'un point de vue des problèmes sexuels des personnes en situation de handicap, elle est, suffisante dans la formation? Alors, la prise en charge des patients en situation de handicap, qui représentent quand même 12 millions de Français, et
l'INSEE estime que 40% des Français ont un problème de santé chronique ou durable, donc c'est quand même un pourcentage énorme. Euh, la prise en charge est un peu limitée, dans le sens où moi j'ai eu un cours qui a duré 3 heures sur le handicap. Alors après, c'était il y a 12 ans, donc on parlait moins du handicap. Et là, j'ai regardé, est-ce que mon école avait actualisé les choses? Oui, il y a un cours sur les maladies chroniques. Et moi, je suis intervenue aussi comme patiente et sexologue dans l'école de psychosexologie. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a des avancées. Maintenant, est-ce qu'elles sont suffisantes? Je ne sais pas. Je ne pense pas au regard de toute la variété de handicaps. C'est compliqué en fait d'être formé sur tout, donc ça demande d'être proactif quand on a un patient avec un handicap ou une maladie chronique qu'on ne connaît pas, d'où l'intérêt d'être médecin ou d'avoir une culture médicale et d'être paramédical. Et par exemple, est-ce qu'une prise en charge pour une personne en situation de handicap, ça peut aussi passer par une prise en charge affective? On pense par exemple aux accompagnateurs sexuels, notamment. Bien sûr. Bien sûr que ça peut passer par un accompagnant sexuel, et on est en retard. On est très en retard en France. Et il faut bouger là-dessus, parce que pourquoi une personne qui ne peut pas se masturber ou qui a un manque affectif, ou même un couple qui aurait besoin d'une aide n'est- n'a pas le droit de faire appel à un assistant? Moi, ça me questionne. Je me dis, c'est le privé d'un droit finalement qui est juste normal. Parce qu'une bonne santé, c'est une santé physique, psychologique et sexuelle. L'Organisation mondiale de la santé parle effectivement de santé sexuelle, et beaucoup plus globalement inclut la santé sexuelle dans le bien-être global et la santé globale. Donc oui, la santé sexuelle est essentielle à prendre en charge, à promouvoir, et ça passe par l'éducation, par un meilleur accès aussi aux sexologues, et ça me semble essentiel. Est-ce que tu as déjà eu des partenaires qui fantasmaient, si on peut dire, ta fonction de sexologue? Je pense qu'il y a eu des hommes que j'ai rencontrés, mais qui ne sont pas forcément devenus des partenaires, qui s'attachaient plus au sexe qu'au log. Or, dans le log, il y a la connaissance, et en fait, les sexologues sont des spécialistes de la théorie, mais voilà, c'est tout. Pas de la pratique? Ah Joker. Après, je pense qu'il y a une connaissance de la sexualité et probablement une facilité à aborder le thème avec l'autre c'est sûr, qui facilite la vie, hein, mais ça, c'est certain. Mais je pense qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Des personnes comme les autres. C'est drôle parce que la vie sexuelle des sexologues est fantasmée, je pense, et il y a un intérêt, les questionne. Et je trouve ça très amusant, parce on est peut-être plus ouvert que d'autres, mais on reste des personnes comme les autres. Donc mais ça me fait rire en fait, l'intérêt. Mm. Ah oui, avec des fantasmes, des désirs, des envies. Et des non-désirs, ou des non-envies. Les sexologues sont des êtres humains avant tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sexuellement aujourd'hui? Le septième ciel.